bonjour à tous. On va commencer le séminaire d'aujourd'hui. Donc si vous voulez bien prendre vos places. Donc très brièvement, d'abord pour présenter le docteur Jouet, qui va vous faire cette présentation d'un projet qu'il coordonne pour le CHU de Bordeaux, qui est un projet du service d'information médicale et du pôle de santé publique, et en lien évidemment très fortement avec le centre INSERM et l'ISPED. Donc Vianney, c'est un interne de santé publique de Poitiers que Bordeaux a repéré, et en particulier pour ses qualités évidemment d'expert en informatique médicale, qui a d'abord travaillé sur l'intégration des données en cancérologie, et ça a donné des idées au CHU de Bordeaux pour qu'on ne le restreigne pas, même si c'est évidemment très important, aux seules données de la cancérologie, mais pour nous apporter toutes ses compétences et son expertise au CHU de Bordeaux. Et donc c'est le projet qui va vous présenter dans un contexte effectivement où le buzz maintenant sur l'intelligence artificielle est tel qu'on a l'impression que demain, avec nos smartphones, on va tous vivre 12 000 ans et peut-être même plus jamais mourir. Mais c'est pas tout à fait ça, on n'y est pas encore tout à fait. Et un des enjeux en particulier de l'intelligence artificielle, c'est de disposer de données pertinentes, de données de qualité et de données massives. Alors ça, par contre, il n'est pas sûr que on voit tout ça arriver exactement dans un délai très proche. Le grand enjeu de l'intelligence artificielle en santé, c'est de définir les usages, d'avoir des données de qualité, et donc d'être en mesure de livrer des applications qui auront un véritable impact ou un impact positif pour la santé des personnes et des populations. Alors avant ça, il faut déjà construire les outils qui permettent de le faire et les infrastructures. Et un exemple d'infrastructure qu'on a à Bordeaux, c'est ce projet d'entrepôt de données de santé au CHU. Donc voilà, je laisse la parole à Vianney, et pendant ce temps-là, je dis à tous ceux qui sont assis sur le bord qu'il y a plein de places dans l'amphi, en particulier un peu plus près, et que s'ils veulent descendre, c'est au moment où je passe le micro au docteur Jouet. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de m'inviter à venir parler de ce projet d'entrepôt de données, qui est un projet qui avance doucement. Je vous avoue que je suis très content d'être là pour vous parler aujourd'hui ici, et je vous avoue aussi, pour avoir eu des présentations ici, je suis un petit peu impressionné. Alors, je vais faire de mon mieux, et puis on va essayer d'avancer sur cette présentation. Donc, je vais vous parler des entrepôts de données en général, qui sont essentiellement des outils pour intégrer des données, puis pouvoir les réutiliser, et surtout pouvoir utiliser des données de vie réelle, des données qui sont produites en routine, et essentiellement à des fins d'études, de recherche et d'évaluation, ce qui est une définition assez large, mais qui permet d'avoir de nombreux usages différents. Alors, l'utilisation secondaire des données, qui est très en lien avec les entrepôts de données, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Dès 2007, les Américains s'étaient penchés sur cette question et essayaient de mettre en évidence les enjeux liés aux données dans les systèmes d'information, notamment à l'hôpital, et on réfléchit sur ce qu'on pourrait faire, et puis surtout comment est-ce qu'on pouvait se mettre en ordre de marche dès 2007 pour essayer d'utiliser ces données. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des grands projets envisageables sur l'amélioration des connaissances, à la fois sur les maladies et la prise en charge des patients, mais aussi sur le système de soins, son évolution et la capacité à prendre correctement en charge les patients. Et c'est vrai que dans un hôpital, dans un établissement de santé, aujourd'hui, on produit énormément de données. Et ces données, c'est des données de vie réelle, donc elles ont un avantage majeur, c'est qu'elles sont extrêmement riches. Elles sont très très détaillées. On a beaucoup de détails sur la prise en charge des patients, notamment lorsqu'ils reviennent de nombreuses fois. On a une large couverture du domaine. Dans un établissement comme le CHU de Bordeaux, on couvre à peu près l'ensemble des spécialités. Certes, ça ne sont que des données hospitalières, et il serait intéressant d'aller chercher des données de ville aussi. Et puis, il faut savoir que lorsqu'on utilise des données, même dans le cadre d'une recherche classique, sans réutilisation de données,
l'information qui est collectée, elle est toujours collectée à partir du système d'information de l'hôpital. Quand un attaché de recherche clinique va regarder un dossier pour saisir dans un CRF de l'information pour produire des données de recherche, en réalité, il commence toujours par regarder dans un dossier informatique, ce qui veut bien dire que l'information est déjà disponible et qu'elle est présente. Seulement, elle n'est pas facilement utilisable. Alors Geneviève le disait tout à l'heure, on est dans un contexte, notamment en 2017-2018, où tout le monde parle d'intelligence artificielle. Il y a eu des rapports, le rapport du CNOM, le rapport de la mission Villani, et également on a découlé le Health Data Hub, qui vise à essayer d'intégrer des données en santé justement pour faire de l'intelligence artificielle. De ces rapports, il y a des grandes thématiques qui ressortent, notamment pour la santé, et l'idée est de se mettre en situation d'être un peu un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle en santé, au niveau de la France. Et les CHU, comme établissements de santé, ont rapidement été identifiés comme des structures qui produisaient une quantité importante de données détaillées. Donc, il y a un enjeu majeur à intégrer les données des hôpitaux. Alors, certes, dans ce Health Data Hub et dans ce contexte, on veut faire de l'intelligence artificielle, mais en réalité, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord se concentrer sur les besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? Quels sont les besoins? Et c'est un principe de base qui est plutôt mis en œuvre au CHU de Bordeaux. On commence par regarder quels sont les usages, que veut-on faire des données, quel est le besoin. Pour ça, il faut identifier des utilisateurs qui soient plutôt des gens experts du domaine, mais pas du tout experts en informatique, qui se posent les bonnes questions sur ces données. Une fois qu'on a identifié ces utilisateurs, il faut définir le besoin et en définir le contour. Et ensuite seulement, on va définir quelle est la meilleure approche. La meilleure approche, c'est pas toujours de faire de l'intelligence artificielle. Il y a des situations où de simples fréquences répondent très très bien à un problème donné. Par ailleurs, c'est très important, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est quand même des algorithmes qui souvent sont des boîtes noires. On ne sait pas bien comment est-ce qu'ils arrivent à conclure sur les problématiques qui sont mises en œuvre. En tout cas, il y a un certain nombre, et notamment les réseaux de neurones en ce moment, pour lesquels on a du mal à savoir comment est-ce qu'ils produisent de l'information. Et donc, il faut bien garder en tête qu'il faut être en mesure d'évaluer ces algorithmes. Et lorsqu'on a des grosses boîtes noires, ça peut être très très compliqué d'être sûr que ce qu'on produit a réellement du sens. La conclusion de tout ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est plutôt un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. On ne peut pas partir d'intelligence artificielle comme un problème à résoudre. Il faut partir des besoins. Et dans certaines situations, il peut être intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, lorsqu'on essaye de mettre en œuvre des solutions, d'utiliser des outils à tout prix, il peut arriver qu'on n'utilise pas les bons outils pour les bonnes problématiques. Et ça, ça peut être dangereux. Lorsqu'on fait du bricolage, il vaut mieux utiliser les bons outils pour pouvoir travailler correctement, au risque de potentiellement se faire mal. Et par ailleurs, lorsqu'on utilise à tout prix des outils, on risque d'avoir une inadéquation entre les besoins et les méthodes qui sont mises en œuvre, et donc de ne pas du tout répondre à un besoin parce qu'on se focalise surtout sur la méthode. Il y a un autre point qui est important, c'est que pour faire de l'intelligence artificielle, si on veut en faire, ou en tout cas pour utiliser ces données, il faut des données. Si on n'a pas de données, ça ne sert à rien d'envisager des usages, et ça sert encore moins à quelque chose de réfléchir à comment on va faire de l'intelligence artificielle. Dans le rapport du Health Data Hub, il y a deux grosses sources de données quand même qui sont identifiées clairement. Il y a d'abord effectivement le SNDS, ex-SNIRAM, qui quand même est un grand pourvoyeur de données, plutôt structuré, pour lesquels on a une richesse de données qui est relative. Il y a quand même beaucoup d'informations, mais elles ne sont pas extrêmement riches, sur lesquelles il y a de nombreux travaux qui ont déjà été mis en œuvre. Et puis on a en réalité peu d'utilisateurs identifiés, et ce n'est pas très adapté à l'intelligence artificielle parce que les données ne sont pas suffisamment hétérogènes et pas suffisamment riches. Au regard de ça, il y a un deuxième pourvoyeur qui est plutôt représenté par les établissements de santé, et notamment leur système d'information, pour lequel on a plutôt des données très brutes, qui ne sont pas très bien documentées, qui sont très hétérogènes, mais extrêmement riches. On en discutera tout à l'heure. Il y a encore peu de personnes qui traitent véritablement ces données pour en faire des choses intéressantes. Et on a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de producteurs de données, beaucoup de personnes différentes qui produisent de l'information. Et c'est des données qui sont quand même particulièrement adaptées à cette problématique de l'intelligence artificielle. Même si, comme vous allez le voir, on peut faire beaucoup d'autres choses sans faire d'intelligence artificielle. Alors, un des verrous, ce qui fait qu'on utilise très peu ces données, c'est que même dans un système d'information, même dans le système d'information du CHU de Bordeaux, donc une seule structure, elles sont extrêmement hétérogènes et elles sont en silo. En réalité, on a plusieurs applications qui sont parallèles les unes aux autres. Une application pour la radiologie, une application pour le dossier patient informatisé, une application pour la biologie, par exemple. Et ces informations sont stockées dans des bases de données qui sont différentes et dont la structure est extrêmement hétérogène. Lorsqu'on utilise ces données, en réalité, on a besoin d'une vue transversale. On a besoin d'être centré sur un patient et d'avoir une vision globale de ce patient, ou plusieurs patients, et d'avoir une vision globale, de pouvoir agréger toutes ces données ensemble.
si on prend l'exemple du CHU de Bordeaux, on a plus de 1000 schémas de base de données, donc plus de 100 schémas de base de données, excusez-moi, 1000 c'est quand même un peu trop, 100 schémas de base de données, c'est-à-dire 100 applications qui tournent en parallèle, et on a plus de 10 000 tables, 10 000 structures de données qu'il faut interroger si on veut les interroger de façon conjointe. Lorsqu'on va essayer de poser des questions à un tel système, on va être confronté à une grande difficulté qui va être le temps de réponse. On va aller interroger toutes ces tables et on aura des temps de réponse qui sont rédhibitoires, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines d'heures. Et ce n'est pas du tout adapté à une utilisation par un utilisateur qui va vouloir interagir avec les données. Par ailleurs, ça complique extrêmement la construction des requêtes. Alors, d'un point de vue très opérationnel, une des solutions, parce qu'il en existe d'autres, mais une des solutions qui existent pour résoudre cette difficulté et cette complexité, c'est la mise en place d'entrepôts de données, qui est quelque chose d'assez simple dans l'idée. On a tout à gauche de cette diapositive toutes les bases de données qui sont disponibles. On va extraire l'information, on va la transformer et on va la charger dans une autre base de données qui, elle, est spécifiquement dédiée à l'analyse et au traitement des données. L'avantage, c'est qu'on va avoir une seule structure de données commune, donc les données vont être interrogées de façon totalement intégrée, et on aura des temps de réponse qui seront bien meilleurs, plutôt de l'ordre de la minute, tout simplement parce que la base de données est optimisée pour faire ces analyses. Une fois qu'on a intégré les données, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut produire par exemple des indicateurs de suivi de la pertinence des soins ou de la prise en charge des patients. On peut aussi faire de l'intelligence artificielle, c'est une des possibilités. On peut aussi construire des interfaces qui soient un peu faciles à utiliser par des utilisateurs qui sont non informaticiens pour qu'ils puissent eux-mêmes visualiser, naviguer et interroger les données. Et puis on peut aussi brancher des outils de statistiques comme R par exemple et ainsi faire des analyses directement sur les données. Donc tout l'enjeu, c'est d'être capable de construire ces entrepôts de données, donc d'intégrer ces 100 schémas et plus de 10 000 tables dans une seule base de données. Alors, mis à part cette difficulté technique, il y a aussi des enjeux liés à la gouvernance et à la réglementation. On est dans un contexte en France et européen où il y a une évolution un peu de la réglementation, avec le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et ça nous impose, dans la façon dont on construit notre entrepôt de données, à réfléchir à la protection des données personnelles dès la construction de l'entrepôt. Pensez à l'anonymisation, pensez à quelles données on peut restituer comment, qui peut accéder à quelle information, dans quel contexte, avec quelle demande, qui doit valider les accès, et ainsi de suite. Ça, c'est un travail qui est en cours, mais qui est extrêmement important. Il y a donc les enjeux liés aussi à la sécurité, à la traçabilité des traitements. Plus on est capable de tracer ce qui est fait par quel utilisateur, à quel moment et dans quel contexte, et plus on est à l'aise pour ouvrir les données, parce qu'on peut contrôler ce qu'il se fait. Un autre enjeu aussi pour pouvoir gérer cette traçabilité, c'est de faire en sorte que tous les traitements qui sont plutôt réalisés à l'intérieur de la structure qui produit les données. Donc pour le CHU de Bordeaux, à l'intérieur du CHU de Bordeaux. L'idée étant de ne pas déplacer les données, mais plutôt de déplacer les algorithmes, les questions qui sont posées, les requêtes, et de venir les traiter à l'intérieur du système d'information. Et ça, c'est un élément essentiel pour garantir la transparence de tout ce que l'on fait. Si on veut ensuite aller vers les usagers pour leur expliquer ce qui a été fait sur leurs données, comment, pourquoi et par qui, il faut être en mesure de tracer tout ça. Si on sort les données, il devient très très difficile de tracer ce qui a été fait. Nous verrons tout à l'heure qu'on peut ne pas sortir les données, mais quand même les partager, ce qui est quand même assez intéressant comme principe. Alors, un autre enjeu aussi qui est très important, c'est d'impliquer d'emblée les patients, et ça c'est quelque chose qui va être mis en place assez rapidement, impliquer les usagers, à la fois dans le pilotage, et puis aussi pour garantir que tout ce qu'on fait, on le fait en toute transparence, et qu'on n'a pas à cacher l'utilisation qu'on fait des données. Et ça, c'est une condition, enfin, ce sont des conditions qui sont indispensables pour faciliter l'accès et l'ouverture des données, notamment à l'intérieur de l'établissement, d'un établissement comme le CHU de Bordeaux, mais aussi pour faire travailler des gens qui viennent de l'extérieur sur ces données. Pour pouvoir répondre à cette problématique, il y a des enjeux techniques derrière. Un des enjeux, c'est de se tourner essentiellement vers des outils open source, alors à la fois pour l'intégration des données, mais à la fois sur la façon dont on va les utiliser. Open source, pourquoi? Parce que lorsque c'est open source, le code est ouvert, il est disponible, n'importe qui peut aller le voir et le modifier, et donc les traitements qui sont faits en toute transparence. C'est quelque chose qui est essentiel pour garantir que tout ce qu'on produit, on est capable de le reproduire, que quelqu'un d'autre peut le refaire, peut retester la même chose sur les mêmes données ou sur d'autres données. On utilise aussi les outils à l'état de l'art, et ça c'est très important, et c'est une difficulté assez importante parce qu'en ce moment, sur ce domaine de l'intégration des données, il y a beaucoup de nouveaux outils qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui bougent très très vite, hein, on est à l'ère du big data, et donc effectivement, dans ce contexte, il y a des solutions qui arrivent, et des fois, il faut faire un choix entre des solutions dont on sait qu'elles sont plus stables, et d'autres qui sont très 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 à l'état de l'art, mais dont on sait qu'il faut attendre qu'elles soient un peu validées du point de vue de l'utilisation des données.
Alors je vais essayer de vous parler un petit peu de où on en est sur la mise en œuvre de cet entrepôt de données au sein du CHU de Bordeaux. Donc on a intégré des flux. Donc un flux, ça correspond à comment extraire, transformer et charger des données dans l'entrepôt pour l'ensemble des documents, c'est-à-dire les comptes rendus d'imagerie, les courriers et ainsi de suite, les administrations médicamenteuses, les prescriptions médicamenteuses, la biologie et également tout le dossier patient informatisé avec les formulaires qui sont des données structurées ou semi-structurées. On a également un lien qui est assez intéressant vers le CRB cancer, la tumorothèque, et ça c'est un enjeu qui peut être intéressant pour plus tard pour exploiter justement des données cliniques en lien avec des échantillons et des analyses biologiques qui pourraient être faites. Alors, l'intégration de ces données, ça correspond quand même à l'intégration de l'ensemble de ces données pour tous les patients qui sont venus au moins une fois depuis l'année 2010. Donc, pour ces patients, on a pris l'ensemble de l'historique des données. Ça correspond à 1,5 million de patients, 11 millions de venus, et on a 1,1 milliard d'observations dans l'entrepôt de données, c'est-à-dire 1 milliard de lignes sur lesquelles on peut poser des questions, et c'est ce champ de données qu'il faut être capable d'interroger et de traiter, et ça regroupe les formulaires, les traitements et les tests de laboratoire. Parmi ces 1 milliard d'observations, il y a quelque chose qui est très important à noter. On dispose quand même de 13 millions de comptes rendus et courriers, et on dispose aussi de 300 millions d'entrées de formulaires, et ces entrées de formulaires, c'est souvent du texte libre. En tout cas, ce sont des informations qui sont plus riches, ce n'est pas juste une observation toute simple. Cette observation-là contient beaucoup d'autres informations. Alors, ça a un gros avantage, c'est que c'est extrêmement riche. On peut extraire beaucoup de connaissances à partir de ces données textuelles. En revanche, elles sont extrêmement hétérogènes et les méthodes de traitement ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Si on regarde un petit peu la distribution des patients, je crois que c'est la distribution au cours de l'année 2018, c'est l'âge des patients à la venue en hospitalisation ou en consultation. Et on voit tout de suite, comme on a des données qui sont assez volumineuses, des choses intéressantes. On voit qu'on a tous les aspects, il y a la néonatalité, la néonatologie. Pour les femmes, on a un pic autour de 30 à 40 ans et qui correspond plutôt à l'activité de maternité. Et enfin, on voit que la population prise en charge est une population qui se trouve au-delà de 40 ans au CHU de Bordeaux. Alors pour vous expliquer concrètement ce qu'on peut faire avec ces données, puisque souvent je présente l'entrepôt en parlant de ce qu'on pourrait faire, je vais vous montrer un petit peu des réalisations et des usages, puisqu'on vient de passer une année à essayer de mettre en œuvre des exemples d'utilisation, des cas d'usage spécifiquement pour montrer la faisabilité d'un certain nombre de choses et aussi découvrir un peu les limites de ces données pour répondre à des usages concrets. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été réalisé par Sébastien Cossin au sein de l'établissement, dans l'unité IAM. Et donc c'était une demande qui nous venait des vigilances, et notamment de l'hémovigilance, de rechercher les œdèmes aigus du poumon après transfusion. Alors c'est un effet indésirable qui est connu des transfusions et c'est quelque chose qui doit être surveillé au sein de notre établissement. La méthode antérieure était plutôt une déclaration par des cliniciens. Et on sait qu'il y a une sous-déclaration. C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment déclaré. Donc la question se posait, peut-on trouver ces OAP post-transfusionnels dans nos données ? L'étape qui a été mise en œuvre, elle a été plutôt centrée sur le traitement du texte, justement des documents, en créant un algorithme plutôt simple. Une fois que les données sont intégrées, des fois un algorithme très simple peut très bien répondre aux besoins. On a tout simplement recherché des phrases qui contenaient à la fois la notion d'OAP et de transfusion. Et comme on sait bien qu'on ramène beaucoup trop de choses, on a fait une étape de validation manuelle, on a créé des outils qui permettent de visualiser cette information et de la valider. Et enfin, en bout de course, il y a des choses qui ont été vérifiées directement dans le dossier du patient dans le cadre de l'activité normale de l'hémovigilance. Donc c'est une interface qui a été construite aussi par Sébastien Cossin et qui est sécurisée. On se connecte comme étant un utilisateur identifié. Elle s'appuie directement sur les données de l'entrepôt de données. Elle est relativement simple, elle est encore à l'état de prototype, mais elle permet de visualiser des phrases, donc des choses qui sont très courtes, qu'on peut regarder très rapidement, et de dire oui ou non, ceci correspond potentiellement à un OAP post-transfusionnel. Une fois qu'on a fait ce travail-là, qui va relativement vite, on se retrouve avec une liste de dossiers patients à aller parcourir pour pouvoir valider concrètement dans les vraies données du système d'information hospitalier la présence ou non de l'OAP. Alors dans la démarche, lorsqu'on avait un suivi passif, où en fait on avait une déclaration qui était faite par les cliniciens, pour 2018 il y avait un seul cas signalé, donc très peu d'OAP post-transfusionnel, pas d'urgence, tout va bien. Lorsque l'algorithme a tourné en 2018, il y a eu 102 signaux potentiels détectés. Très rapidement, ils ont été revus par le service d'hémovigilance, qui a pris peu de temps, et 8 OAP ont été identifiés
au-delà de cette OAP qui avait été signalée. Et il a permis d'identifier un cluster. En plus, c'est un peu de la chance, mais c'était un service particulièrement qui produisait ces OAP. Et ça a permis de mettre en place tout de suite des mesures correctives de formation. Et donc, c'est quelque chose qui permet de répondre très très bien à un besoin. Alors, je vais vous donner d'autres exemples. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui est très en cours, donc c'est très, très préliminaire, mais c'est quelque chose qui est fait par Romain Griffier, qui est interne dans notre unité et qui est en charge de décrire actuellement les données, d'écrire le contenu des données pour qu'on puisse un peu évaluer leur qualité, repérer des données aberrantes et ainsi de suite. Il a fait un travail sur les codes diagnostiques dans le système d'information, donc à la fois dans les données du PMSI, mais aussi au-delà dans les formulaires, parce qu'on a beaucoup d'informations avec des codes de diagnostic. Et il a regardé tout simplement la grille pour vérifier est-ce que les données qu'on a produisent un signal cohérent. Et là, effectivement, on n'a pas de doute sur l'enchaînement de ces épidémies de grippe. Mais comme à Bordeaux, récemment, on a une épidémie de rougeole, s'est posé aussi la question, tiens, est-ce qu'on a un signal qui serait intéressant sur la rougeole? Et effectivement, lorsqu'on produit les données diagnostiques de rougeole au cours du temps, on voit qu'on a un signal autour de 2010. Effectivement, il s'était passé quelque chose. Et puis, on a le signal de 2018 qui est extrêmement fort. Et tout ceci est très, très cohérent avec les données qui sont produites par Santé publique France. Alors, on a eu un échange sur ce sujet avec Santé publique France et probablement qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut collaborer sur ce sujet parce qu'il y a probablement des choses à faire sur le signalement et la détection automatique, en tout cas d'épidémies en phase initiale. Alors, je vais essayer de vous parler d'un aspect qui est un peu plus complexe et obscur. J'espère que je vais rester relativement clair. Je vais vous parler d'autres enjeux qui sont liés à ces données et justement comment est-ce qu'on peut les résoudre et ce que peut apporter un entrepôt de données qui sont liés à la sémantique. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de données, elles sont extrêmement hétérogènes, on a du texte, on a des données structurées, et ça complique énormément la tâche. Pour vous donner un exemple, là, on est sur plusieurs centaines de milliers de concepts différents, c'est-à-dire de notions différentes qui sont décrites dans ce système d'information, sans parler du texte libre. Et notamment, ça revient à imaginer qu'on serait en train de traiter une grande matrice pour laquelle on aurait nos 1 milliard de lignes, mais on aurait plus de 300 000 colonnes. Et c'est parmi ces 300 000 colonnes qu'il faut trouver les informations qui nous intéressent. Et quand on nous parle à peu près de 1500 façons différentes du tabac ou de l'alcool ou d'une maladie, c'est très difficile de trouver toutes les occurrences de cette maladie dans toutes les données. Et donc ça, c'est un enjeu qui est lié à la sémantique, la signification de l'information qui est enregistrée dans le système d'information. Il faut être capable d'avoir une vision intégrée de cette sémantique à travers toutes ces données, pour justement un peu se départir de la complexité. Alors c'est quelque chose qui a été à une époque identifié comme un enjeu important et qui est en train de revenir tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle qui montrent leurs limites. Et pour aller plus loin, il faut faire une bonne intégration sémantique pour fournir des informations cohérentes à ces algorithmes. Notamment dans le domaine de la médecine de précision, un des enjeux, c'est d'être capable de classer très très précisément des patients. Et pour les classer précisément, plus on découpe la population, plus les données sont hétérogènes et plus il devient difficile d'identifier des groupes de patients cohérents parce que ces patients vont paraître différents parce qu'ils n'ont pas... On n'a pas l'impression que c'est la même information qui est fournie, alors qu'en réalité, c'est 2 fois la même information, mais qui est décrite avec une sémantique différente. Alors cet enjeu lié aux classifications et aux ontologies, c'est un domaine de recherche qui existe dans le centre INSERM, c'est notamment l'équipe ERIAS qui travaille sur ces enjeux, et donc ça nous permet d'avoir une expertise complètement adossée à notre équipe sur l'entrepôt de données. Alors juste pour que la suite de ma présentation soit relativement claire, je vais vous expliquer 2 choses importantes sur ces ressources sémantiques. Une ressource sémantique, c'est un dictionnaire de termes qui est bien organisé et qui peut être traité par une machine, un ordinateur, sur lequel on peut appliquer des algorithmes. Par exemple, à gauche, vous avez un thésaurus qui est hiérarchisé, c'est une ontologie sur le phénotype, et vous voyez que c'est hiérarchisé, donc on peut se permettre de dire que si on a une anomalie à un niveau bas de l'arbre, alors il s'agit d'une anomalie du phénotype. Mais ces thésaurus, ces ontologies, elles peuvent être beaucoup plus complexes. C'est l'exemple que vous avez à droite. Ce n'est pas simplement des hiérarchies. Il existe aussi des relations transversales qui permettent, par exemple, de décrire qu'une maladie va avoir un certain nombre de symptômes ou qu'un gène est impliqué dans une maladie, et ainsi de suite. Et ces ressources, ce ne sont pas simplement des dictionnaires à lire par des humains, ce sont des ressources qui peuvent être exploitées par des machines. Et donc, vous voyez que si on décrit nos données avec des ressources, alors on va pouvoir aboutir à une vision beaucoup plus intégrée de ces données qui paraissaient hétérogènes, tout l'enjeu étant d'aligner les données sur les ressources sémantiques et d'être capable de les manipuler. Alors je vais vous donner un exemple concret à l'intérieur du CHU de Bordeaux pour lequel on a ce besoin concrètement évident qui apparaît. Dans les cas d'usage sur lesquels nous avons travaillé, nous avons
aider l'étude Saga à repérer des patients pour faciliter le recrutement. À l'intérieur du CHU de Bordeaux, on sait qu'on a des patients qui ont plus de 75 ans, qui sont sous statine et puis qui ont d'autres critères d'inclusion. Et donc on est allé regarder, est-on capable de trouver ces patients automatiquement en construisant des algorithmes de sélection. C'est encore une fois un travail qui a été réalisé par Sébastien Cossin. Alors pour vous expliquer comment est-ce qu'on a procédé, on est confronté à une difficulté pour le repérage des statines, c'est que la notion de statine, c'est une notion très agrégée, très générale, c'est une classe de médicaments, et en réalité dans nos données, ce qu'on a, c'est des médicaments eux-mêmes, c'est-à-dire la fluvastatine ou la pravastatine par exemple, ça c'est l'une des problématiques, et la deuxième, c'est que ces médicaments peuvent être à la fois dans des documents en texte libre, un courrier, ce patient a pris de la pravastatine, ou alors se trouver dans des données structurées, qui sont les prescriptions médicamenteuses, structurées correctement dans notre système d'information. Et donc la question qu'on se pose, je veux trouver toutes les statines, mais on voit bien qu'on a une grande distance entre la question qu'on pose et les données dont on dispose pour y répondre. La solution pour répondre à ça, c'est l'intégration sémantique. Alors on s'est appuyé sur une ressource qui justement a été conçue dans le cadre de travaux qui sont les travaux liés à DrugSafe dans le cadre du projet Domino, et qui a mis en place une ressource de description du médicament et des relations entre les molécules et les médicaments et ainsi de suite, et qui permet justement de résoudre ce problème. Donc on a posé cette ressource dans un système, on a intégré les données de l'entrepôt, on les a annotées avec la ressource Romedy, et cette ressource, elle permet de dire je cherche toutes les statines, de donner la liste des médicaments qui sont des statines et de les récupérer dans du texte libre ou dans des données structurées. Alors en procédant ainsi, on a pu comparer aussi qu'est-ce que nous fournit le système d'information avec ces données structurées et ce que nous apporte le texte en plus lorsqu'on interroge ces données. Donc on voit qu'on trouve 8000 patients sous statine dans les prescriptions hospitalières, mais lorsqu'on va chercher dans les comptes rendus hospitaliers, on en trouve 18 000, donc on étend énormément le nombre de patients éligibles. Alors parmi ces 18 000, bien sûr, il y en a qui ne sont pas du tout éligibles, notamment parce qu'il y avait d'autres critères d'exclusion, et lorsqu'on applique les autres critères d'exclusion, on a trouvé 4700 patients potentiels. Donc pour une étude qui n'arrivait pas à inclure, on a une source de patients qui devient disponible. Bien sûr, ils ne seront pas tous inclus, mais en tout cas, c'est un bon point de départ pour travailler. Alors, je ne peux pas vous donner les résultats définitifs. Je ne sais pas parmi ces 4700 combien seront effectivement inclus, parce qu'on n'a pas encore, l'analyse n'est pas terminée, et les gens de l'étude Saga sont en train de regarder les dossiers pour évaluer ça, et nous ferons un retour. Un autre point important, un autre enjeu, qui sont plutôt des travaux plus généraux sur le traitement des données, c'est les aspects liés au phénotypage. Donc dans le papier que je vous ai présenté sur les ontologies et la classification, un des exemples qui est donné, c'est tout l'enjeu lié au phénotypage, et notamment dans le contexte des maladies rares. Donc dans ce contexte-là, on dispose de ressources sémantiques qui vont décrire par exemple un syndrome, le syndrome de Windermann-Steiner, avec les phénotypes associés, c'est-à-dire les symptômes, les signes cliniques, les syndromes et les maladies qui sont présentes dans ce syndrome. Et on voit qu'il va être souvent difficile d'aligner des profils de patients à partir de données hospitalières avec ces descriptions, notamment pour aider au diagnostic ou aussi pour aider à améliorer les profilages et les phénotypes possibles dans un syndrome. Cet alignement, il va passer par l'identification des concepts de ces ressources sémantiques dans du texte ou dans des données structurées. Et je vais essayer de vous présenter des travaux dans ce sens. Alors, ça, c'est les travaux sur lesquels j'ai travaillé là pendant les 6 mois qui viennent de passer à Paris, au sein d'une équipe à Necker, qui travaille sur les maladies rares et qui avait produit des outils justement pour faire du phénotypage, c'est-à-dire on part d'une cohorte de patients qui présentent un syndrome, parce qu'on a le diagnostic qui est identifié, et on va découvrir dans les données l'ensemble des phénotypes justement disponibles qui permettent de décrire ce syndrome, notamment pour trouver des nouveaux signes cliniques ou des nouvelles spécificités phénotypiques qui pourraient avoir un intérêt pour être soit ajoutées comme une connaissance, soit pour découvrir un sous-syndrome et pouvoir comme ça découper la population de la façon la plus fine possible. Alors ces travaux s'appuient sur un autre système d'entrepôt de données, qui est le système qui s'appelle Doctor Warehouse, et qui est très intéressant. On est en train de travailler justement à le rendre compatible avec ce qu'on fait au CHU de Bordeaux pour essayer de pouvoir ensuite partager des données. Alors je vais essayer de vous détailler un petit peu les enjeux. Donc dans les publications qui avaient été faites, on montrait qu'on arrivait très très bien à trouver des associations entre des phénotypes et des maladies, mais les ressources étant souvent en langue anglaise, on a du mal à traiter les documents en texte libre en français, on a du mal surtout à les lier à ces ressources
correctement. Et donc tout l'enjeu, c'était d'être capable d'abord de découper le champ des données en sous-catégories, par exemple les médicaments ou les phénotypes ou la maladie. Comme ça permet de lier la maladie au phénotype ou au médicament et de ne pas tout mélanger. Et pour ça, il faut ranger ces ressources sémantiques qui sont souvent très hétérogènes d'une façon cohérente et consistante pour pouvoir les utiliser. Par ailleurs, il y avait un besoin de visualiser des connaissances externes. Lorsqu'on connaît par ailleurs qu'une maladie ou un syndrome est lié à des phénotypes, on a envie de le savoir. Comme ça, lorsqu'on explore nos données, on sait tout de suite que ce qu'on observe, c'est quelque chose qui est connu, ou ce qu'on observe dans une cohorte donnée, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui peut-être est nouveau, ou alors est un problème pour la cohorte qu'on a constituée. Donc l'objectif, c'était d'explorer l'apport des ressources sémantiques, justement pour cette tâche de phénotypage, en partant des travaux qui avaient déjà été menés sur le sujet. Alors comment est-ce qu'on procède? C'est un peu toujours la même chose. Cette fois-ci, on part de documents, qui sont des documents en texte libre, des courriers, des comptes rendus, pas du tout de données structurées. On va extraire les concepts en utilisant des systèmes d'extraction, peu importe le détail, et ça permet de charger non pas les documents, mais l'extraction qu'on obtient dans un entrepôt de données, qui permet de le décrire. Et on a, dans le cadre de ce travail, ajouté un ensemble de ressources sémantiques qui sont représentées à droite et qui permettent de décrire ces données suivant un axe hiérarchique, comme je vous ai montré avec ces thésaurus, mais aussi suivant des relations transversales qui décrivent comment, dans les connaissances externes, au-delà de nos données, on a des relations qui sont identifiées. Alors, la mise en œuvre de ce genre de système, ça permet de faire ce qu'on appelle d'abord un moteur sémantique. Donc, je vais vous montrer rapidement le prototype qui a été conçu. Donc, alors, on ne voit pas très bien, mais ici, on recherche tout simplement tous les patients qui sont traités par un anti-épileptique. Il faut savoir que la notion d'anti-épileptique n'est pas décrite directement dans les documents. En réalité, ce dont on dispose dans les documents, c'est l'anti-épileptique lui-même, le nom du médicament, un peu sur le même principe que les statines. Et lorsque on exécute cette requête, on récupère un certain nombre d'informations pour ces patients qui sont plutôt en bazar, mais triées par leur lien avec la cohorte qu'on vient de créer. Et ce qui est intéressant avec les ressources sémantiques, c'est qu'on peut filtrer ces données qui contenaient du diagnostic de la maladie, par exemple sur les médicaments, pour ne visualiser plus que les médicaments qui sont en lien avec les patients qui prennent des antiépileptiques, ce qui n'est pas très intéressant initialement, mais pour vérifier que la cohorte qu'on a conçue est cohérente. Et on voit qu'effectivement, on a des antiépileptiques qui sont disponibles. Et comme ces ressources sémantiques sont elles-mêmes hiérarchisées, on peut aussi agréger l'information à un niveau hiérarchique supérieur dans les médicaments pour tout simplement vérifier que ce qui caractérise le mieux ma population de ceux qui prennent des antiépileptiques, ici, ce sont le fait qu'ils aient des antiépileptiques. C'est la première ligne du tableau. Je vous demande de me croire sur parole sur ce sujet. Alors, un deuxième... l'exemple que vous voyez sur les médicaments, il est intéressant uniquement parce qu'il vous montre que lorsqu'on crée un système avec un moteur de recherche sémantique, on va pouvoir poser des questions qui sont assez distantes des données, et c'est le moteur sémantique qui va traduire cette question pour le faire fitter avec les données qu'on est en train d'interroger. Alors, je vais montrer un exemple qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus lié au phénotypage, et qui va donc travailler sur le syndrome de Rett. C'est ce que je suis en train de taper en haut à gauche. Donc, je constitue une cohorte de patients qui présentent dans leurs documents au moins une occurrence de la notion de syndrome de Rett. Et pour ces patients, dans un premier temps, on visualise l'ensemble des concepts qui sont associés à cette cohorte de façon différentielle, c'est-à-dire par rapport au reste de la population. La première ligne du tableau, c'est syndrome de Rett, et donc forcément le syndrome de Rett est l'information qui est la plus associée aux patients qui présentent un syndrome de Rett. Ça paraît tout à fait cohérent. Et on voit tout de suite que ce n'est pas intéressant. On n'a pas besoin de cette information, donc on a besoin de la filtrer. En fait, on ne veut pas regarder quelles maladies sont en lien avec une maladie qu'on a sélectionnée, on veut regarder quels sont les phénotypes. C'est tout l'intérêt d'utiliser des ressources sémantiques, c'est de pouvoir filtrer ce tableau qui contient des médicaments, des maladies et des phénotypes, de le filtrer directement en ne regardant que les informations qui sont liées au syndrome de Rett et qui sont de l'ordre du phénotype. Par ailleurs, lorsque l'on produit cette information, à droite du tableau, c'est rajouter une colonne qui permet de dire si cette information elle est connue par ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, peu fréquent ou occasionnel. Cette information elle est disponible dans les ressources sémantiques qu'on utilise, et donc un utilisateur, immédiatement lorsqu'il va explorer sa cohorte, il va tout de suite savoir si ce qu'il observe c'est quelque chose qui est connu ou non.
Donc ici, on a encore gardé pour l'instant les maladies. On va filtrer sur... c'est rigolo, le menu ne se voit pas, mais c'est pas grave. On va filtrer uniquement sur les phénotypes. Et là, on voit que tout de suite, on fait apparaître en premier les crises d'épilepsie, qui est un des facteurs très très fréquents du syndrome de Rett. C'est même une des choses qui le caractérise. La scoliose, et ainsi de suite. Alors, on a des troubles comportementaux. Et vous voyez qu'à droite, on a des choses qui sont connues, et puis d'autres choses qui ne sont pas connues, et qui donc mériteraient d'être explorées. Et ça permet à un utilisateur, justement non expert, de très rapidement identifier ces sujets, et d'aller explorer dans la littérature, et ainsi de suite, si ces informations ont un intérêt ou doivent être explorées. Ou si la cohorte est mauvaise. Alors, donc à gauche, on a les libellés, c'est ce que je vous disais, à droite, on a les associations. Et puis, on peut aussi vouloir agréger cette information. Par exemple, dans le cadre on peut vouloir les regarder sous l'angle des médicaments. Excusez-moi, l'angle des médicaments, et on peut voir que ces patients qui présentent des crises d'épilepsie, effectivement, ont un lien très très fort avec un certain nombre d'antiépileptiques. Et de la même façon qu'on a agrégé l'information tout à l'heure, parce que là, le fait que l'information soit diluée entre plusieurs médicaments, ça ne rend pas les choses forcément visibles. On peut agréger l'information en se servant des ressources sémantiques et identifier que les antiépileptiques, qui est la première ligne, je vous demande encore une fois de me croire sur parole, mais on le voit en bas à droite, sont un élément qui sont très très fortement associés avec la cohorte du syndrome de Rett. Alors l'utilisation de ces ressources sémantiques permet justement de fournir des outils qui, excusez-moi, oui c'est ça, des outils qui amènent de l'intelligence au regard pour l'utilisateur. Ça lui donne l'impression que l'outil est intelligent. Il faut savoir que toute la discipline qui se trouve derrière, le knowledge engineering, l'ingénierie des connaissances, est une discipline qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle, et c'est celle dont on parle peu, mais c'est probablement celle qui va se développer dans les années qui viennent, parce que c'est un enjeu important pour les algorithmes qui apprennent des données. Un point essentiel aussi, c'est que ces travaux, ils se mènent très très en lien avec l'équipe, bien sûr, à Paris, mais aussi avec l'équipe ERIAS, parce que c'est vraiment une spécialité. En fait, le fait que j'aille là-bas, c'est pour apporter ces compétences dans le cadre de ce projet. Un autre point dont je voudrais vous parler, c'est le partage des données. Alors, c'est quelque chose aussi dont on parle beaucoup, c'est un enjeu important, notamment dans le contexte du Health Data Hub. Il faut être capable de partager de l'information entre plusieurs établissements. Alors, je vais vous donner un exemple d'un projet, parce qu'il y a une réalisation concrète, et c'est un projet sur lequel j'ai aussi travaillé ces derniers mois, et il montre qu'il y a des choses qui sont faisables sans déplacer les données, donc c'est quelque chose à vraiment garder en tête. Donc l'enjeu ici, c'est de permettre de partager des données entre plusieurs structures, que ce soit des hôpitaux, mais aussi peut-être des cohortes et des hôpitaux, et ainsi de suite, pour augmenter la population qu'on couvre, mieux couvrir un territoire, mieux couvrir différents domaines, ou alors pour augmenter pour des patients donnés la quantité d'informations dont on va disposer. Par exemple, si on suit les patients de l'entrepôt de données du CHU, on peut avoir un intérêt à regarder ce qui se passe en ville pour ces patients, pour suivre la façon dont ils sont traités, puis la façon dont les traitements sont modifiés, par exemple. Alors, il y a différentes approches qui existent. On pourrait dire on va faire une grande base de données, on va tout mettre ensemble, tout centraliser, mais ça pose des problèmes. D'abord, des problèmes d'acceptabilité, mais aussi de protection des données. Si on rassemble toutes les données et que ces données sont attaquées, alors on peut piller un ensemble de données gigantesques. Il vaut probablement mieux les laisser là où elles sont produites. Et donc cette approche, c'est les fédérations d'entrepôts de données. On va mettre des entrepôts de données dans les structures et on va les interroger de façon distribuée. Les données, elles restent là où elles sont produites. Et c'est en fait, c'est les algorithmes ou les requêtes ou les questions ou les analyses qui se déplacent pour aller interroger les données. Alors, dans ce contexte de fédération d'entrepôts de données, il y a un projet qui est porté plutôt dans le domaine de la cancérologie, qui est un projet qui rassemble le consortium de l'ensemble des CIRIX. Ce sont les sites intégrés des sites de recherche intégrés en cancérologie, qui sont répartis en France et qui ont une expertise sur les données du cancer et la recherche en cancérologie. Il y a un groupe qui s'est monté entre ces CIRIX qui s'appelle le groupe Osiris et qui vise à faciliter le partage de données et notamment les données clinico-biologiques, donc en associant à la fois les données cliniques mais aussi les données biologiques et potentiellement de grandes dimensions comme les données génomiques et ainsi de suite. Alors, pour pouvoir partager ces données, il y a une preuve de concept qui a été mise en œuvre et de façon très très simple. La première étape, ça a été de définir un modèle sémantique. La sémantique est bien là. Pour pouvoir partager les données, il faut se comprendre, et donc il faut avoir une sémantique commune. Ce modèle, il a plutôt été développé avec une vision bottom-up, à dire d'experts, sans regarder les données, mais en disant de quoi vous avez besoin pour poser vos questions. Et puis, on a défini une syntaxe, une façon de partager les données. Il y a une preuve de concept qui intègre des essais de 6 établissements, très peu de données, 50 patients, juste pour montrer que la communication entre les établissements est possible.
Donc le système qui est mis en œuvre, c'est un outil qui s'appelle I2B2 et Shrine. Donc ce sont des outils qui sont développés, hein, on ne fait que les mettre en œuvre, dans lesquels on applique le modèle Osiris. Et puis on a plusieurs établissements répartis en France qui disposent d'essais cliniques en phase précoce et qui partagent leurs données pour tester la capacité à mettre en œuvre ces systèmes. À gauche, vous avez une toute petite représentation du modèle de Osiris qui permet de comprendre qu'on peut accéder de façon standard à cette information, quels que soient les établissements qu'on interroge. Alors de façon très très courte, on voit que c'est quelque chose qui fonctionne. Je vous montre ici, on construit une requête, on pose une question et en fait on a tout simplement la réponse. Combien de patients, 20, 35 et 20 et 65 dans des établissements correspondent aux besoins. Et ça permet tout de suite d'identifier comment est-ce qu'on pourrait construire une cohorte à partir de ces établissements. Alors vous me direz, récupérer le nombre de patients, c'est pas grand-chose, mais en fait c'est déjà pas si mal. Ça permet de trouver des patients en commun dans différentes structures. Et par ailleurs, si techniquement on sait faire ça, on sait qu'on peut faire beaucoup plus. Ça veut dire qu'on arrive à interroger les données de façon conjointe et donc on peut appliquer d'autres algorithmes. Alors pour terminer, je vais vous parler des conclusions et des perspectives sur ce sujet de l'entrepôt de données. Vous voyez que c'est un projet qui a beaucoup avancé, notamment sur l'année 2019, à l'intérieur du CHU de Bordeaux. On est plutôt dans une structure qui est tout à fait en phase avec les établissements qui sont les plus avancés sur ce sujet des entrepôts de données. Il y a un point qui est essentiel, c'est que ce projet il a avancé très très vite parce qu'il est issu d'une collaboration très très étroite, enfin il a permis l'installation d'une collaboration très très étroite entre le service d'information médicale du CHU de Bordeaux et la direction du système d'information du CHU de Bordeaux. Et ça c'est vraiment deux expertises différentes qui se complètent très très bien. C'est pas toujours le cas dans tous les établissements, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Et on a la chance d'être dans un établissement où ça fonctionne et ça fonctionne extrêmement bien, avec un partage d'expérience, des travaux antérieurs au sein de nos directions du système d'information sur les aspects liés au pilotage et au traitement des données pour le pilotage et le décisionnel, et une équipe d'informatique médicale qui apporte à la fois des compétences médicales et des méthodes plutôt à l'état de l'art en lien avec la recherche, et ça permet d'avancer de façon très très efficace. On a aussi, c'est important de le dire, hein, c'est une collaboration qui s'est construite progressivement à partir de projets, et il faut apprendre à se connaître avant de pouvoir travailler efficacement ensemble, c'est évident. Et c'est un atout majeur pour la mise en œuvre et pour les perspectives de cet entrepôt de données. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'on bénéficie ici à Bordeaux d'un environnement très très favorable. Au-delà de l'entrepôt de données du CHU de Bordeaux, je vous ai parlé de l'équipe ERIAS au sein du centre INSERM. Il y a d'autres équipes aussi qui ont d'autres compétences, notamment sur le traitement de ces données au-delà de leur intégration. Il y a probablement des choses à faire sur ce sujet. Et cet environnement de recherche, il est très profitable parce qu'il nous permet d'être toujours avec des outils qui sont justement à l'état de l'art et des méthodes qui sont efficientes. Alors, on dispose de données de vie réelle. L'entrepôt de données du CHU de Bordeaux est un exemple, mais il y a d'autres sources de données sur notre territoire. On a aussi des données de recherche dans cet environnement de recherche, des cohortes et des registres qui à la fois peuvent bénéficier de l'entrepôt de données, mais peuvent aussi faire bénéficier à l'entrepôt de données d'un certain nombre d'informations, puisqu'ils valident leurs données. Et puis, on bénéficie de nombreuses expertises, à la fois dans le centre INSERM, au sein du pôle de santé publique du CHU de Bordeaux et au sein de l'ISPED. On a aussi la formation et l'enseignement, ce qui est quelque chose d'important pour former des gens et venir travailler sur ces données. Et puis on a un contexte territorial qui est très très favorable. Il y a Cassiopée quand même qui existe et qui fonctionne et qui justement essaye de traiter cette problématique liée aux données sur le territoire et leur utilisation. Et puis on a une région Nouvelle-Aquitaine avec des acteurs majeurs. Il y a un certain nombre d'entreprises, de start-up et un soutien de la région et donc un tissu industriel qui est plutôt fort sur ce domaine des technologies informatiques pour la santé. Et donc ce contexte-là, cette forte collaboration à l'intérieur de l'établissement entre le service d'information médicale, la DSI, qui est donc très très important à l'intérieur de notre établissement, et puis ce contexte un peu plus large régional, ça incite à avoir des perspectives un peu ambitieuses. Alors il y en a une première qui est quand même la mise en place d'une gouvernance efficiente autour de cet entrepôt de données à l'intérieur du CHU de Bordeaux. Ça, c'est une condition sans laquelle il n'est pas possible d'ouvrir les accès, même à l'intérieur de l'établissement, pour des professionnels de l'établissement. Et donc, c'est les travaux qui sont en cours actuellement, et c'est un enjeu très, très important, parce que ça permet d'envisager aussi l'accès aux données pour des gens qui sont extérieurs à l'établissement, dès lors qu'on lève tous les verrous, à la fois réglementaires, éthiques, et puis de transparence pour traiter ces données.
Ça permet aussi d'envisager de développer des nouveaux usages. Je vous ai présenté plusieurs exemples. En réalité, Sébastien Cossin et Romain Griffier, là, qui produisent ces données, qui travaillent en ce moment dessus, croulent sous les demandes. Il y en a peut-être plutôt trop, mais il est important de continuer à travailler à partir de ces usages et d'identifier correctement ces besoins. Et ça, l'environnement dans lequel on est peut largement être un bénéfice, puisque vous posez tous beaucoup de questions en santé publique, en épidémiologie, et donc ça fait émerger des usages. Et enfin, une des perspectives qui est très importante, c'est d'être en mesure de partager des données à l'échelle au moins de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai montré que c'était des choses qui étaient réalisables techniquement. Il y a des projets qui montrent la faisabilité sans déplacer les données. C'est très dans la logique du Health Data Hub, le partage d'informations. Et bénéficiant de l'environnement dans lequel nous sommes, il est probable que ce sont des choses qui sont faisables. Les projets restent à développer. Juste pour terminer, je vous remercie pour votre attention et je voulais citer quand même l'équipe IAM qui travaille très largement sur ce projet, notamment Moufi Dajar qui en est le responsable, Franz Thiessard, Sébastien Cossin. On a eu de nombreux internes qui sont passés nous voir et c'est une très bonne chose, ils font avancer énormément les projets. Romain Griffier, Thomas Ferté, Adrien Santenac et Marine et Kevin qui arrivent maintenant, mais j'espère qu'ils nous feront des grandes choses que nous pourrons présenter plus tard. Et puis on a 2 ingénieurs qui sont là et qui font aussi un travail très important, Émeric et Luc. Enfin, je vous ai parlé de la DSI, donc je suis obligé de les citer individuellement et parce que c'est important, parce qu'effectivement on contribue ensemble sur ce travail, c'est pas le travail d'une personne. Valérie Altuzara, la directrice du système d'information, Hervé Delangagne, le directeur technique, et bien sûr Thierry Barthes qui lui nous amène effectivement sa compétence et travaille avec nous en direct. Enfin, le pilotage du projet qui est quand même très important au-delà de ses aspects techniques et de recherche, donc qui est assuré d'une part par le pôle de santé publique, c'est Geneviève Chêne qui en est responsable, et le docteur Véronique Gilleron qui est le DIM de territoire et qui copilote avec le pôle de santé publique. Et enfin l'ensemble des membres du comité de pilotage. Et là, je ne peux pas citer tout le monde parce que ça représente énormément de personnes. Et on voit donc que c'est un projet qui est éminemment collaboratif, bien que ce soit moi qui vous le présente aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.